Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait un recap du match du Prospect Challenge USA contre la CHL. On parle un petit peu plus en détail de Caleb Desnoyers, donc bonne émission. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut les gars, ça va bien vous autres? Salut. Ça va bien, Julien? Péo en forme? Ah oui, ça va bien. Oui, Noah qui nous accompagne aujourd'hui pour parler de nos espoirs, enfin. Notre analyste dans l'ombre, plus sauvé qu'autrement, mais maintenant avec nous aujourd'hui. Donc, content de t'avoir avec nous autres, Noah. Ouais, content de vous rejoindre aujourd'hui. On a beaucoup de stock à parler, là. Je sais que c'est pas mal mon domaine, là, les espoirs, là, 2025. J'avais fait ça de 2024 aussi. Fait que un match très intéressant, là, celui de la CHL contre le programme américain de développement. Oui. Puis juste pour dire, ça a fini 6-1. Premier but de Leiden Lakovic des Warriors de Moujda. Passe de Ben Kindle. Ensuite, on a eu un deuxième but de Cameron Schmidt, puis un troisième de Brady Martin. Ensuite, il y a eu le fameux but de Matthew Schaefer qui nous a tous surpris, faisant une montée coast to coast qu'on appelle, là, de bout à bout de la patinoire. D'un océan à l'autre. Impressionnant. Hein? Et ensuite, on a eu, encore pour la CHL, on a eu Malcolm Spence qui a marqué sur un bon jeu quand même de Malcolm Lisa, faut le reconnaître, même si c'est une soirée un peu plus discrète. Puis du côté de la CHL, on a eu aussi Kashan Hitchens, pardon. Qui a marqué lui aussi. Puis du côté des Américains, si je me trompe pas, c'est LG Mooney, je pense qu'il a scoré, si je me souviens bien. Je pourrais me tromper. Mais ça donne le résumé de la partie. Joshua Vrasvensbergen était le gardien de but de la qui vient de la WHL, donc de la CHL. Et que comme deuxième gardien, on va voir probablement pour le prochain match Ivankovic qui devrait goaler à la prochaine game. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous avez pensé, les gars, de cette partie? Ben, moi, honnêtement, j'ai pris le temps de regarder les faits saillants ce matin, puis il y a une chose, c'est que j'ai noté la dominance du Canada dans cette partie-là. Je vais être très honnête avec vous deux. Pas que l'équipe des États-Unis était mauvaise, c'est simplement que les Américains sont arrivés avec une équipe qui évolue du côté USHL avec le programme de développement, tandis que l'équipe canadienne, c'est carrément une équipe des meilleurs espoirs canadiens. Donc, c'est des joueurs qui, théoriquement, devraient former l'équipe canadienne au courant des prochaines années. Fait que si on y avait été à armes égales, je sais pas si ça serait terminé vraiment 6-1, mais nette domination canadienne. J'ai hâte de voir le match numéro 2 ce soir, mais c'est le fun. Ça fait du bien de voir un peu un exercice de comparaison entre les Canada et les États-Unis, tandis qu'on parle que dans les dernières années, là, les Américains sont tombés forts, mais là, c'est les Canadiens qui ont donné une bonne raclée à l'autre équipe. Toi, Julien? Ouais, j'ai trouvé ça impressionnant aussi. C'est un peu le même constat que je fais avec PO là-dessus, honnêtement. Bon, bien entendu, hier, ceux qui étaient sur la chaîne de Frank, je regardais la game du Canadien, là, donc j'ai pas pu regarder le match en profondeur hier soir, malheureusement. Donc un peu déçu de ça, mais quand même, ce que j'ai pu observer, c'est ça. Écoute, je suis impressionné à quel point des fois, on se ramasse avec des équipes qui justement ne jouent pas régulièrement ensemble contre d'autres équipes qui peut-être sont mieux rodées, là, si vous me permettez l'expression.
puis on finit quand même par avoir une nette dominance, une nette différence autant que celle qu'on a vue hier. Un peu surpris de ça, honnêtement. C'est une surprise, là, vraiment. Puis une belle surprise parce que depuis quelques temps, on parle que notre hockey canadien est un peu malade, peut-être. Là, c'est peut-être là, la notion des gardiens de but qui nous porte à avoir une donnée un peu faussée là-dessus. Là, en tout cas, bref, j'ai hâte de voir à quel point là, dans les prochaines années, avec les nouvelles réglementations, qu'est-ce que ça va nous apporter. Donc, en tout cas, mais bon match. Comme je dis, bien content de ce que j'ai vu de la CHL, là, pour vrai. Ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est qu'il y a des gars, je regardais l'équipe canadienne, là, il y a des gars aussi qui ont joué ensemble. T'sais, les États-Unis, l'équipe qu'ils ont présentée hier, c'est des gars qui évoluent tous ensemble dans le programme américain, dans la USHL, je me répète. Mais je regarde, entre autres, on parle de Ravensberger, le gardien de but, Michael Misa, Schaefer. Ce sont des gars qui ont eu la chance de jouer ensemble dès l'été dernier. Lors du tournoi Ilinka Gretzky. Il avait d'ailleurs remporté l'or là-bas. Donc, c'est des gars qui se connaissent bien aussi. On part pas de zéro. C'est beau à voir aller. Moi, j'aime ça de voir la domination. Puis aussi de voir le style de jeu. Parce que tu vois que, bon, malgré le fait, on va savoir en parler un peu plus tard aujourd'hui, le style de jeu et la JMQ face au style de jeu OHL, face au style de jeu WHL, ça amène différents types de joueurs, puis c'est vraiment intéressant à voir aller. Ouais, c'est ça. Puis en plus aussi, on n'a pas juste des Canadiens parce qu'il y a un Américain avec la CHL, il faut mentionner, Blake Fiedler, qui joue pour Edmonton. Puis lui, on le voit tout de suite qu'il est dominant, il est aussi très très fort. Je pense que c'est un défenseur droitier. Portait le A hier sur son chandail. Donc, c'était quand même une grosse présence que les Américains n'avaient pas. Aussi, quand on regarde la composition des trios, on voyait qu'il y avait 4 trios offensifs, alors que les Américains, leur 4e trio, jouait un style un peu plus défensif quand on regardait un peu profondément la formation qu'a présenté le programme américain. Alors que quand on regarde qu'on avait des Carter Baird, Justin Carbonneau, Braden Coates, qui sont tous des gars qui produisent à fond de train dans la CHL, dans leur équipe respective, ça reste que tu avais de la profondeur que je pense que les Américains ne pouvaient pas se permettre. Pas qu'ils ne pouvaient pas se permettre, mais il n'y avait pas la profondeur parce que quand ils ramassent leur équipe, ils prennent tous les Américains, mais le bassin est très, très petit. Du sens que au Canada, oui, on a non seulement les Canadiens, le Canada, c'est super gros, on a beaucoup de régions, beaucoup d'équipes aussi, mais on a aussi des Américains qui viennent aussi au Canada, ce qui relève le niveau de jeu. Donc, c'est sûr que quand on regarde le premier trio du Canada, composé de Misa, Martone, puis Desnoyers, c'est vraiment une coche au-dessus des Américains qui même s'ils présentaient avec Wilmore, puis LJ Mooney et Konrad Ferk, tu vois qu'il y a un niveau de différence majeur. Puis à mentionner aussi, Porter Martone est un late aussi. Donc, il y a à peu près 8 à 9 mois de différence avec la plupart des joueurs. Puis il y en avait 8 dans l'équipe de la CHL. Donc, ça reste une différence d'âge à considérer. C'est vrai que du côté des Américains, il n'y en avait pas. Donc, quand même 8 contre 0. Donc, 8 qui avaient à peu près 9 mois. Je pense qu'il y avait une différence d'à peu près 9-10 mois entre le plus jeune et le plus vieux. Donc, il y avait quand même une différence majeure de ce côté-là. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Non, mais je trouve ça quand même intéressant le point que tu apportes, le fait qu'on ait bâti, entre guillemets, une équipe un peu de star là, pour la CHL, là, fait en sorte que la profondeur, clairement, mais oui, au niveau du 4e, 3e trio, tu vas avoir probablement des joueurs un petit peu plus dominants dans leur équipe respective que ce que tu vas avoir dans une équipe de USHL. Là, tu bâtiras pas nécessairement ton équipe de la même façon là, en USHL que tu vas le faire pour un tournoi de la sorte. Un tournoi. En tout cas, une exhibition de la sorte, on va dire, en tout cas. Ouais. Bref, c'est un point intéressant puis à pas négliger. Mais moi, là où on est rendu, tu l'as souligné, là, le premier trio, écoute, Calette Desnoyers qui embarque là-dessus, écoute,
Qu'est-ce que vous avez à dire sur Caleb Desnoyers, boys? Écoute, Caleb Desnoyers. Moi, je l'ai vu jouer samedi dernier à Bécomo. Honnêtement, la JMQ, il est d'une dominance. Je trouve qu'il a une belle shape, il a un style de jeu que j'aime beaucoup voir. Maintenant, c'est clair qu'il y a des choses à travailler. C'est clair que son développement n'est pas terminé. Mais dans son package de ce qu'il apporte, je le trouve très complet. Je le trouve rapide aussi, avec une bonne release. Donc, honnêtement, j'ai bien apprécié de le voir jouer en personne. C'était la deuxième fois, en fait, que je le voyais. Puis, je pense que le jeune homme va juste continuer de s'améliorer avec le temps. Là. Donc, comment dire, c'est comme un vieux vin. Plus que tu vas le laisser mûrir, je sens qu'il va graver les échelons puis devenir de meilleur en meilleur. Si tu me permets, PO, merci bien. Je vais introduire Ced, là, qui est pas loin, qui vient nous voir. Peut-être ajouter son grain de sel, là. Ajouter son grain de sel sur Caleb Desnoyers avant que Noah passe au micro. Ben oui. Écoutez, comment ça va, messieurs? Ben, ça va bien, toi? Bien. Oui, toi, ça va bien, ça va bien. Toujours occupé. Mais j'ai toujours le temps d'écouter les matchs des espoirs, dont, en tout cas, le premier, parce que là, on tourne, il y a seulement le premier qui est arrivé. Oui. Il va en avoir un deuxième. Mais j'ai l'impression que ça va être pas mal la même chose qui va se passer. Là. On va avoir une dominance du premier trio canadien et de leurs acolytes, parce que de ce qu'on peut voir, c'est pas mal tous les trios qui sont capables de compter pour le Canada. Là. Oui. Est-ce qu'on peut rentrer dans une chose, moi, qui me titille depuis longtemps, là? C'est quand la dernière fois qu'on a repêché un Québécois haut? En première ronde, c'est Louis Leblanc. En première ronde. Voilà. En deuxième, il y a eu Zachary Foucalé. Il y a une couple d'années en 2012-2013 dans ce bout-là. Effectivement. Puis là, moi, de Caleb Desnoyers, là, on s'entend, là, en ce moment, il est autour de 10e, là, mais est-ce que vous pensez que c'est le genre de gars, ce serait-tu un reach d'aller le chercher si, disons, le Canadien termine 4 ou 5? Ben oui, du sens que présentement, chez les recruteurs, il y a 7 noms qui reviennent tout le temps. C'est évidemment James Higgins, Porter Martin, Ivan Ryabkin, Michael Miza, Matt Schaefer, Roger McQueen et Anton Frondel, qui sont pas mal étiquetés top 7 déjà, quoi qu'il peut avoir des changements au cours d'une saison. Mais je pense que sincèrement, rendu à 4 ou 5, il y a davantage de talents qui peuvent être allés chercher par rapport à Caleb Desnoyers, même si je le trouve très, très bon. Je pense qu'il y a un de ses défauts, c'est son arsenal de feintes. Je pense que c'est pas un gars qui a des tonnes de feintes, une tonne de créativité. Je pense que c'est un gars qui est qui est bon en implication, un peu un genre de Nick Suzuki, bon en protection de rondelles, une bonne robustesse, déjà fort, grand, coup de patin lourd aussi, sens pas nécessairement rapide, mais sens que quand il pèse sur la glace, donc quand on veut le plaquer, c'est beaucoup plus dur. Il est bon aussi aux mises en jeu, donc c'est pas mal le type de centre que tu t'attends à pêcher beaucoup plus loin, vraiment à peu près à partir de 10, là où tu vas être sûr d'un sure shot sans numéro 2. Alors que dans le top 5, tu viserais pas mal plus un centre numéro 1 ou juste un attaquant de premier trio. Pas nécessairement un centre numéro 1, mais un attaquant de premier trio, c'est ce que tu vises dans le top 5. Moi, je suis tellement d'accord avec Noah là-dessus. Là. Puis, tu sais, Desnoyers reste un centre. Puis, ce que tu amènes, Cédric, c'est tout à fait louable que je pense que le Canadien doit viser un centre. Mais il est pas dans la catégorie élite. Ça va être un foutu bon joueur de hockey, par exemple. Mais c'est pas un élite. Puis c'est ce que le Canadien a besoin d'aller chercher présentement. C'est un centre élite pour venir piloter son premier trio. Mais tu sais, n'oubliez pas, là, les gars, là, on n'a pas juste un choix de première ronde. Là. Moi, où je veux en venir, c'est est-ce que le Canadien devrait essayer de s'avancer? Parce que, entre vous et moi, c'est soit Calgary, soit la Floride au niveau du choix. Dans les deux cas, ça m'étonnerait qu'on ait un choix là, numéro 10. Là. J'ai l'impression que ça va être plus autour de 15, entre 15 et 20, peut-être même 25. Donc, si c'est le cas,
va falloir que le Canadien se rapproche s'il veut avoir des chances d'aller chercher un centre du calibre de Desnoyers, parce que par la suite, à part Caleb Desnoyers, le seul autre que je verrais peut-être le challenger en termes de talent, c'est William Moore qui jouait pour les Américains hier. Est-ce qu'on peut comparer ces deux joueurs-là puis dire, OK, ben, il y en a un qui est meilleur que l'autre, ou est-ce que c'est interchangeable? Dans le cas de Moore, écoute, la seule affaire, c'est que Desnoyers, c'est plus le playmaker, tandis que du côté de Moore, c'est plus le centre two-way. Fait que c'est probablement le gars que ça va être un. Noah parlait de Desnoyers comme un bon centre numéro 2. Rendu là, Moore, je vais plus le voir que à son développement, son plafond peut être deuxième, mais son plancher peut être quatrième centre. Fait que présentement, à Montréal, je pense que dans les postes de centre 2, 3, 4, on est vraiment, excusez-moi de l'anglicisme, tout le monde, mais on est vraiment bien stack, on est vraiment bien rempli. T'sais, Suzuki devrait prendre un spot numéro 2. Age, à moins qu'une surprise, devrait arriver 2 ou 3. Et Owen Beck devrait être quatrième. Donc, tu sais, c'est là que j'ai un peu de la misère d'aller choisir Moore. Si du côté des Canadiens, on choisit un Moore ou un Desnoyers, c'est qu'on se dit peut-être qu'on pense que Hague va devenir centre numéro 1 ou 2, tandis que Moore ou Desnoyers deviendraient 2 ou 3. Donc, moi, c'est un peu ma vision des choses. Tu as raison, mais on s'entend, on ne manque jamais de centres. Si on se dit, OK, on est limite avec 4 centres de qualité Ligue nationale, on a un problème. Il faut en avoir 5 ou 6 pour compétitionner en série, parce qu'il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des gars qui sont appelés à jouer à l'aile au lieu d'au centre. Donc, c'est toujours bon d'avoir de la profondeur, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, présentement, chez le Canadien, tu as raison qu'il y a un manque là-dessus. Sauf que quand on regarde dans le club à Laval, des gars qui sont capables de jouer au centre, ben là, on a Beck, on va avoir probablement Tuck. Jake Evans, à mon avis, tu sais, il a juste 28 ans. Là. Donc, un attaquant de profondeur pour les 5 prochaines années, il va avoir 33 ans. Lorsqu'on regarde là, en 2029, qui devrait être dans le window, dans la fenêtre du Canadien de Montréal, c'est pas quelqu'un que, tu sais, il gagne ses mises en jeu, puis avoir un centre fiable avec s'entourer de jeunes, je pense que ça vaut son pesant d'or. Fait que tu as tout à fait raison de dire qu'on manque jamais à cette centre, mais présentement, chez le Canadien, on en a plusieurs, puis on commence à être bien acquis. C'est plus du côté de la qualité que je voudrais, non pas de la quantité. Ouais, Julien, tu voulais dire quelque chose? Mais là, tu sais, dans le fond, le questionnement que j'ai rendu là, tu sais, à quel point on est assuré. OK, je pense que Hagens puis Misa, à date, tu sais, là, on peut se douter qu'il y a un potentiel, les deux, de passer Suzuki, là, mettons, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, est-ce qu'on est assuré que Frondel, tu sais, serait un vrai premier, tu sais, qu'on aime, tu sais, qu'on veut avoir à Montréal, tu sais. Puis même Ryabkin, est-ce qu'on est assuré aussi que c'est un vrai premier tu sais, beaucoup plus de qualité que Suzuki, mettons, tu sais. Oui, t'as bien raison. Vas-y, Noah, je pense que tu voulais parler aussi. Ouais, ben, tu sais, en même temps, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, tu sais, on regarde les potentiels, pas sûr qu'ils sont tous capables de prendre un premier centre, le poste de premier centre, parce que le poste de premier centre, ça reste que, on s'entend une production aussi qui vient avec surtout en affrontant les meilleurs trios adverses, défensifs en tout cas. Puis, je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas, dans mon avis, après, j'aime pas beaucoup Frondel, je vais pas me cacher s'il est très loin dans mon estime, mais mettons, si on se dit qu'on a Ryabkin ou Roger McQueen comme possible choix, parce que mettons qu'on gagne pas la loterie, ça sera pas Higgins qu'on aura. Je sais pas s'ils ont vraiment le potentiel de dépasser Suzuki, du sens que Suzuki, c'est un centre fiable, des deux sens, capable de produire à peu près 1 point par match, avec des éléments avec lui qui sont plus ou moins là. Tu sais, on peut se le dire, Cole Caulfield, c'est bon, mais tu sais, c'est pas Jesper Bratt qui t'en plante 90 par année avec Jack Hughes. Ouais. Puis c'est pas, tu sais, on s'attend à ce que Demidov et Slafkovský montent leur jeu
d'un cran à un niveau d'un joueur de 90 points. Donc, je ne sais pas si avec ces joueurs-là, on peut se rendre justement à avoir un centre de premier trio. Puis aussi, si on regarde aussi, tu sais, combien ça coûterait pour monter de 16 à 10, mettons, pour dénoyer. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un grand écart entre dénoyer puis, mettons, un gars que moi j'apprécie beaucoup, en Milton Gastrin, qui se situe un peu plus loin? Tu sais, est-ce que tu veux payer un choix de deuxième, troisième ronde, peu importe, pour s'avancer pour dénoyer, alors que tu as peut-être quelque chose d'un peu moins fort, mais pas mal équivalent au niveau des attributs en Milton Gastrin? Je ne sais pas. Moi, je le ferais pas personnellement parce que j'aime beaucoup Gastrin. Mais est-ce que dénoyer à 10, tu préfères ça que Gastrin à 16, 17, 18? Non, c'est à voir, là. Rendu là, je ne veux même pas penser à Gastrin ou à, disons, Fonderk ou même à Coots qui a joué hier. Je préfère aller chercher un Justin Carbonneau, aller chercher un Émile Guité, aller chercher un gars de la place rendu là, qui, eux, on sait qu'ils vont se donner corps et âme. Puis quand tu regardes Justin Carbonneau là, hier, là, les gars, il était partout. À chaque fois qu'il était sur la glace, on le voyait. Il faisait un petit quelque chose, il était toujours... très intense dans son coup de patin. C'est comme ça qu'il joue depuis le début de sa carrière, Justin Carbonneau. Fait que rendu là, si on est pour repêcher loin, on n'est pas obligé d'aller repêcher un centre, là. C'est pas dramatique. Si on compare avec, on a déjà Hage, on a déjà Suzuki. Rendu là, c'est lancer un dé, là, comme tu disais, Julien. On n'est pas sûr qu'ils vont supplanter Suzuki comme premier centre. Ah, non, en effet. Je suis tellement d'accord avec ce que vous dites, là. Du moment où on a réglé le premier choix qui devrait être assez payant, merci. Tu sais, se virer contre un Justin Carbonneau qui est dans la cour arrière des Canadiens de Montréal, là. Ils l'évaluent pratiquement, ils peuvent l'évaluer tous les semaines s'ils le veulent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est justement ça. Est-ce que le fait qu'on va l'avoir trop vu, ça va faire en sorte que, bon, on va peut-être se virer ou porter attention à un autre gars parce qu'on va avoir trop vu Carbonneau, et qu'on va voir plus, on va être rendu à voir plus ses défauts que ses qualités. Parce que ce que tu as amené comme point hier, Cédric, c'est vrai. Carbonneau, un joueur qui a tout le temps le pied au plancher, moi, tu sais, présentement, on en parle des Canadiens de Montréal, là, comment qu'il y a un manque de grit et de vouloir, mais c'est le genre de gars que tu veux, là. Mais est-ce que du côté de l'équipe d'évaluation du Canadien, vu qu'on le voit tellement souvent, on va avoir une autre vision des choses? C'est ce que je me demande. Ouais. Il y a des bonnes chances. Aussi, puis rendu au choix de Calgary ou Floride, tu sais, il devrait sortir. Joshua Ravensbergen devrait sortir dans ces eaux-là à partir de 20. Est-ce que le Canadien pourrait le tenter? Moi, je me dis, si t'es sûr avec 3 gardiens de but d'élite, ben pas d'élite, mais au moins qui ont le potentiel de devenir numéro 1 entre Jacob Dobesch, Fowler et maintenant Ravensbergen, là, tu commences à avoir des sérieux candidats pour le poste de numéro 1. Puis là, après ça, tu sais, si tu repêches Ravensbergen, t'as plus besoin de repêcher de gardien de but pour les 7, 8, 9 prochaines années, là. Parce que tu sais que t'en as 3 qui se battent. T'as Volodkin en Russie. T'as Miller qui est dans Q. À un moment donné, tu vas avoir une banque de gardiens de but tellement fort que ça sera une compétition pour le poste du numéro 1. Puis Dieu sait qu'à Montréal, les gardiens de but, c'est très important. Ouais. Donc, tu sais, est-ce que Ravensbergen pourrait prendre cette place-là, tu sais, comme au poste de gardien numéro 1, puis avec le 20e choix, moi, je serais tenté à l'essayer, du moins à regarder cette option-là. Là. Ouais. Ben, c'est sûr tu y vas par talent. Ben, c'est sûr, c'est ça, exactement. Si tu y vas par talent, le meilleur gardien de but en ce moment, c'est lui, c'est le mieux classé. Par contre, est-ce qu'il y a une grosse différence entre lui puis le deuxième puis le troisième? Ça va être à voir, mais ça reste quand même qu'en ce moment, c'est le meilleur gardien. Il est vraiment bon.
Par contre, on aime beaucoup nos gars, hein, repêchés. Fait que je ne sais pas si là, ça va être plutôt une question de Fowler va faire la job, puis on va y aller avec lui, puis on y mise déjà sur lui. Puis là, à ce moment-là, on l'écarte de côté, puis au lieu d'y aller avec le talent, on y va avec le besoin, rendu à ces rangs-là. Jamais dans un top 10, je dirais d'y aller avec le besoin, mais rendu à 20, 22, 23, peut-être qu'on peut y aller plus avec le besoin, disons. Là. Ben, tu sais, on l'a prouvé. On l'a prouvé là, lors du dernier repêchage. Ivan Demidov était le joueur le mieux classé et on était chanceux du côté des Canadiens de Montréal de l'obtenir. Et malheureusement, ou heureusement, parce que selon moi, c'est heureusement, l'autre année d'avant, on a été chercher une grosse pièce maîtresse pour la défensive avec David Renbacker. Mais tu as tout à fait raison de dire que quand tu as la main chanceuse d'avoir plus d'un choix de première ronde et d'avoir aussi plus d'un choix de deuxième ronde et de troisième ronde, tu sais, ce que Noah parlait tout à l'heure, ben, je pense que les Canadiens vont pouvoir peut-être avoir la main heureuse, puis au cours des dernières années, ils ne se sont pas gênés pour s'avancer pour pouvoir justement être dans le target. Là. Effectivement. Même plus loin que ça, pour enchérir un peu PO, là, et les Canadiens ont toujours des plans très précis au repêchage pour 2-3 joueurs. Ils nous l'ont prouvé avec le repêchage de Slavkovski, l'échange rapide pour Romanov, l'échange rapide pour le choix ensuite là, pour Kirby Dach. Il y avait un plan pour Michael Age, puis il y avait un plan pour selon ce qui se passait dans ce draft-là. Je suis convaincu que ça va être un peu la même situation. Ils vont cibler 2 joueurs ou 3 joueurs très précis là, selon les transactions qu'ils vont arriver à faire d'ici la fin de la saison. Puis ça va être on y va là. On y va à plein sur ces 2-3 joueurs-là. Je crois que ça va être clairement la direction que le CH va prendre. En autant que c'est les 2 bons joueurs. Fait que là-dessus, les gars, merci beaucoup. C'était bien le fun. Évidemment, il y a un autre match demain. Au moment qu'on tourne, s'il n'a pas encore joué, là, fait qu'on ne peut pas vous le dire qu'est-ce qui s'est passé. On va se croiser les doigts que ce ne sera pas l'inverse qui se passe, parce que ce serait très bizarre. Mais j'espère qu'un Misa va mieux jouer. J'espère qu'il va y avoir des joueurs qui vont prendre un peu plus, disons, voyons, comment je peux dire ça, qui vont emboîter le pas un peu plus. Là. Martin, je l'ai bien aimé, il était très fiable, mais j'aurais aimé ça qu'on voit un petit peu plus d'offensive de lui, en tout cas. Ouais. À voir. Puis, merci Noah, merci PO. PO, bientôt, hein? Tu vas avoir un... Très, très bientôt. Moi, je vais faire comme toi et ajouter un membre à mon équipe. La famille? Ouais, en tout cas, on te souhaite que tout aille bien si on ne se parle pas avant que tout ça se passe. On s'entend que ça risque d'être ton dernier show pour quelques semaines par la suite, là, hein? On verra comment ça va à la maison. On verra comment se passe un peu l'environnement familial. Oui, en tout cas, je te souhaite que tout aille bien, mon PO. Merci. Puis merci Noah. Toujours apprécier les bons commentaires, puis aussi de trouver des petits joueurs comme ça, les intéressants. Là, Milton Gastrin à surveiller, même si en ce moment il est vers la fin, pourrait monter au classement d'ici le repêchage. Hein? Oui. On va suivre ça. D'ailleurs, je devrais, juste avant le championnat mondial junior, une liste devrait sortir, une liste comme j'avais faite pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, on va voir ce qui va donner, tous les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont donner d'ici là. Donc, bien hâte de voir. Sur le site lepodcasthockey.com, la gang, il y a une section des articles. On fait plein d'articles. Évidemment, c'est bénévole, hein, fait qu'on y va avec le plus possible, mais je pense que cette liste-là est vraiment intéressante parce qu'on va en reparler d'ailleurs dans nos prochaines vidéos. Merci tout le monde. Si vous avez aimé ça, les pouces, hein, comme Julien aime si bien le dire. À la prochaine. Ciao. Salut tout le monde. Is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality.